Vous êtes mûrs pour la cueillette? Oui, je vais dire un mot. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui sont des habitués, à ceux qui viennent pour la première fois. Donc on vous a expliqué un peu le principe. C'est le principe de la conférence inversée, c'est-à-dire qu'en fait l'initiative vient du public, les questions viennent du public et le conférencier s'adapte à vos demandes, à vos intérêts, à vos interrogations. J'étais un peu en retard. D'habitude, je fais un petit laïus, une petite introduction qui essaie de cadrer les questions. Là, je ne vais pas la faire, puisque vous êtes tout de suite mis grâce à ceux qui travaillent avec moi pour ce Anne-Sophie, Alice et Bastien et Thierry, qui me font vraiment l'amitié et le plaisir de venir un petit peu animer ces soirées. Et donc, nous sommes maintenant au cinquième ou sixième, à la sixième séquence. Nous avons traité déjà pas mal de sujets, la question du débat en démocratie, la question de l'expertise, faut-il être un expert? Nous en traiterons d'autres jusqu'à la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire jusqu'en mai-juin. Il y aura tout un programme au début de l'année prochaine. Et là, nous clôturons cette année civile par une séance, alors deux séances en fait qui se chevauchent pas mal. Une séance sur qui fabrique l'opinion, c'est-à-dire vraiment sur la place des médias aujourd'hui dans nos démocraties, sur le rôle de l'information, sur les sondages aussi, si tant est qu'il y ait encore vraiment des interrogations sur la place des sondages. Et puis le mois prochain, on parlera des réseaux sociaux. Et là, j'aurais besoin de vous aussi pour réfléchir, parce que cette matière que sont les réseaux sociaux est une matière sur laquelle je ne travaille pas directement, sur laquelle, en fait, mes points de vue, mes idées, mes avis ne sont pas encore complètement stabilisés. Et là, Thierry, comme d'habitude, alors je voulais m'excuser, parce que la ligne 8 s'est arrêtée en milieu, bon voilà. Je ne suis pas le seul. Bon, Thierry, à chaque fois, pose avec son équipe, pose des questions qui permettent finalement d'amorcer les discussions en petits groupes et donc de cadrer un petit peu. Alors ces questions, moi je lui laisse la maîtrise de la rédaction, elles sont toujours très bien, et il va vous donner le résultat en fait, sachant qu'on a une moindre réponse cette fois-ci à cause du RGPD, c'est ça? Non, parce qu'en fait on a trouvé un moyen, ils ont scanné un QR code à l'entrée en fait. Ah bon, d'accord. Donc on les a fait travailler juste avant le démarrage. Ouais. Alors les résultats, attention. Selon vous, l'opinion publique influence-t-elle réellement les décisions politiques? Alors il y a 13 personnes qui pensent que c'est seulement sur certains sujets médiatisés, 6 qui pensent que non, les décisions restent dominées par les élites politiques, et une seule personne qui pense que oui, les gouvernements s'adaptent aux attentes des citoyens. C'est bien, on va la mettre en scène, cette personne. On va lui donner largement la parole. Parce qu'il y a des choses à défendre, il y a un point de vue à défendre. Ouais. Selon vous, qui fabrique principalement l'opinion publique aujourd'hui? Alors 17 pensent que ce sont les réseaux sociaux et plateformes numériques, 15 les médias traditionnels, 3 les responsables politiques et partis, et 1 les intellectuels, experts et think tanks. Et la dernière question, selon vous en démocratie, là on pouvait répondre à plusieurs, enfin il faut cocher plusieurs réponses. Et là c'est pareil. Selon vous en démocratie, une information fonctionne correctement si elle, alors, informe les citoyens de manière claire et complète pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Alors là c'est 18 réponses. Et ensuite on tombe à 9, est encadré ou vérifié par des instances ou experts pour garantir sa fiabilité. 2, circule librement sans contrôle, même si des erreurs ou manipulations apparaissent. Donc vous n'êtes pas trop dans le non-contrôle, et sert surtout à défendre l'intérêt général, même si certains points de vue sont écartés. Voilà les résultats. Ok, ça fait une base de travail. Et puis j'imagine que la discussion entre vous... Oui, ça fait une base de travail, c'était pas très intéressant ce que je disais. Moi je préfère qu'on parte alors à la fois de ces résultats, mais en m'informant finalement de ce qui est ressorti de vos échanges, en groupe. Est-ce qu'il y a des points, des questions, des interrogations qui sont ressorties? Vous les avez synthétisées, vous les avez... C'est vous. Ah bon, très bien. Ah bon, d'accord. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne.
On démarre. Moi, je fais pas d'introduction parce qu'elle sera forcément académique et elle sera peut-être décalée par rapport à vos préoccupations. Et selon les groupes, a priori, vous avez soit des questions, soit des grands sujets, des grands thèmes dont on a vu qu'ils vous préoccupaient. Est-ce qu'on les prend tous d'un coup et puis après on voit comment on les rapproche? On va faire ça. On va les prendre tous d'un coup. Mais dans ce cas-là, on peut commencer par le groupe d'en bas. Quelqu'un se lance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le groupe d'en bas? Parce qu'il avait une approche sur des thèmes assez généreux, d'accord. je trouve. Ok. Et c'est bien. Ah, d'accord. On a parole dans le groupe d'en bas. Ça n'a pas de nom, le groupe d'en bas. Sous la Révolution française, il y avait les montagnards, il y avait le Marais, mais il y avait le groupe d'en bas, il y avait... Non, ça n'a pas de nom. Il y a quelqu'un qui vous sauve dans le groupe. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors nous, on s'est posé plusieurs questions, puis il y avait un petit peu de débat. Il y avait, on est passé un moment sur l'âge. Est-ce que les jeunes trentenaires seraient aujourd'hui, ou en tout cas se laisseraient peut-être un peu plus influencer par les chats GPT et co et ne vérifieraient pas forcément l'information? D'accord. Et en même temps, en débattant, on disait quand même que les moins jeunes faisaient aussi parfois la même chose. Dans les questions aussi qu'on avait, c'était aussi un petit débat sur j'ai envie de dire les médias mainstream et versus ceux qui le sont moins. Quid de savoir quelle est la meilleure information? D'accord. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Oui, peut-être des questions autour de la fake news, de la manipulation, ou d'une information peut-être un peu trop légère. Est-ce que ces 3 points-là sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents? 3 points. Fake news, manipulation et être un peu mal orienté sur les... Informations un peu légères. Bon. Voilà. Donc dans le groupe du bas, est-ce que j'oublie quelque chose? C'est ça au sujet de préoccupation du moment. Et que vous mettez, en question débat de la dans la post-vérité conférence. aussi. Pardon? Vous avez utilisé le terme de post-vérité. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la manipulation ou pas. Voilà. D'accord. Donc, ils sont voilà. D'accord, bon, très bien. Ensuite, est-ce que y a des choses qui se dessinent, des continents, un peu de questions? Alors, ça, c'est plutôt le groupe de gauche, là. Le groupe de gauche. Voilà. Voilà. Le groupe d'en bas, le groupe de gauche. La montagne. Alors, je démarre, mais mes comparses compléteront. Ouais. On s'était un peu interrogé sur ce qu'était, mais c'est peut-être une question de rédaction sur le slide, une information démocratique. Ah bah voilà, c'est l'enjeu. Ça nous paraissait une association de termes qui pose question. Donc d'accord. On veut bien vous entendre là-dessus. Sur les sondages, peut-être le sentiment qu'on est dans un monde où il y a... Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias et beaucoup de commanditaires de sondages de tous ordres. Il y en a peut-être plus qu'autrefois, de la même manière qu'il y a beaucoup plus de canaux médiatiques. Donc oui, ont-ils la même influence qu'autrefois? Mais au fond, la question est pourquoi commande-t-on des sondages? C'est-à-dire que il y a beaucoup de commanditaires, il y a les politiques, il y a le gouvernement, mais il y a aussi les médias. Est-ce qu'on commande pour avoir un état d'opinion ou est-ce qu'on commande pour faire état d'une pseudo-opinion sur un sujet, avec la question du choix des sujets qui servent aussi à faire du flux dans les médias. Et puis peut-être une troisième question, je parle sous le contrôle de ma voisine, qui est est-ce que au fond ce qu'on appelait autrefois les leaders d'opinion sont... Voilà, c'est quid de l'état des leaders d'opinion aujourd'hui, avec une multiplication des canaux médiatiques. Voilà. Ça permettra de revenir aux origines de cette notion. Pour ceux qui ont peut-être fait parmi vous des études de communication, cette notion, elle a une histoire et elle a un contenu scientifique et effectivement, c'est une vraie question à poser, ça. Bonsoir. Alors nous, on est le groupe des Rouges et Bleus, je crois. 3 grandes questions au moins. Dans quelle mesure la confrontation des informations devient-elle difficilement accessible à la population?
Alors, dans quelle mesure la confrontation des informations devient-elle difficilement accessible à la population? Parce qu'on note qu'il y a quand même beaucoup de médias, beaucoup de formes de médias, qu'il faudrait peut-être maîtriser le français, l'anglais, prendre beaucoup de temps chaque jour. L'infobésité, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait eu cette notion, qui n'est pas du tout copyrightée académiquement, hein, mais voilà, c'est une notion, l'excès d'information. Hein, oui, d'accord, c'est ça, ok. Deuxième point, dans quelle mesure la moindre maîtrise de la langue française contribue-t-elle à la polarisation des opinions? Ouais, très intéressant. C'est paradoxal, d'accord. Moindre maîtrise à la fois des journalistes et des personnes qui lisent et écoutent chaque jour. Ouais. Et troisième enjeu, dans quelle mesure la déontologie des journalistes est-elle insuffisante? Qu'en est-il pour les patrons de presse, pour les DRH et les DAF au sein des organes de presse, en fait? Ok. Bon, super. Bon, on a balisé, là, je pense, pas mal de champs de questions. Il y a encore un autre groupe? Il y avait plus de 3 groupes? Bon. Il y avait juste une précision, moi, sur le titre, la fabrique de l'opinion. À partir du moment où on la fabrique, est-ce que c'est une opinion? Ouais. La fabrique de l'opinion. Bon. Est-ce que ça vous va si je démarre? Oui. Bon. Si j'embraye... j'avais prévu une petite introduction de cadrage, mais vos questions m'amènent à revenir sur certaines des évolutions récentes des débats et de la recherche sur cette question de la fabrique de l'opinion. Alors on va commencer tout de suite par cette image de la fabrique de l'opinion. Alors je la revendique pas. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait La fabrique de l'opinion il y a assez longtemps maintenant, qui était issu de ma thèse et qui portait sur l'émergence et la diffusion des sondages d'opinion dans les démocraties occidentales. Et moi, j'utilisais ce terme de fabrique en rappelant qu'il s'agissait d'un instrument qui construisait, par le fait même qu'il était un instrument de mesure, un certain type d'opinion, et que cette notion de fabrique, j'y mettais pas de connotation péjorative, forcément. Hein. Pour moi, il fallait se rendre compte de ce que l'opinion publique des sondages était une forme d'artefact, c'est-à-dire de construction reposant sur un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, que nous avions tous des opinions, que toutes ces opinions avaient la même valeur, et donc on pouvait les compter, etc. etc. Donc ça, c'est l'origine du titre que j'ai repris là. Et puis il y a un autre livre célèbre qui s'est appelé La fabrique de l'opinion, et qui a un tout autre angle, en tout cas dans sa traduction française. C'est le livre d'un intellectuel américain qui s'appelle Noam Chomsky, que vous connaissez peut-être. Et Noam Chomsky a d'abord été un linguiste reconnu, un scientifique pur et dur. Et puis il a commencé à développer une réflexion sur le rôle de la propagande dans nos démocraties. Et pour lui, la fabrique de l'opinion signifiait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire une forme d'instrumentalisation de l'information, de cadrage de l'information pour... Disons les choses très clairement, il n'hésite pas à le dire, pour manipuler les foules, à travers leurs émotions, à travers certaines formes de simplification de l'opinion. Alors ça m'amène... Alors, vous voyez 2 angles un peu différents. La fabrique au sens industriel, les sondages, c'est une industrie, hein, effectivement, qui répond à des contraintes de productivité. C'était plutôt mon point de vue. Et puis, celui de Noam Chomsky. Autant vous dire que quand j'ai vu le livre débarquer, j'étais un peu embêté, parce que mon livre existait encore. Et voilà, on a 2 livres qui s'appellent La fabrique de l'opinion en France. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est faire un petit historique sur ce que l'on a dit et ce que l'on a observé finalement des effets des médias, puisque derrière cette question de la fabrique de l'opinion, il y a la question de l'influence des médias. Alors, qu'est-ce qu'on en a dit dans l'histoire finalement de la recherche, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire du discours politique? En fait, c'est une préoccupation qui naît à un moment très précis, c'est le moment où les médias acquièrent une audience, une diffusion nationale dans les grandes démocraties occidentales et exerce objectivement un impact très important
sur la vie politique. Un des moments clés, c'est l'affaire Dreyfus, vous le savez, c'est à la fois la naissance des intellectuels, c'est-à-dire d'un rôle social. Les intellectuels, c'est des gens qui sont des universitaires et qui s'engagent dans la vie politique au nom de leur rigueur scientifique. C'est ça l'intellectuel, ou de leur savoir particulier. Et puis, c'est là où on s'aperçoit du pouvoir de la presse. Et c'est là aussi qu'on commence à observer des paniques un peu morales, c'est-à-dire le sentiment que l'opinion est facilement manipulable et que les gens qui lisent la presse à l'époque sont des gens qui se font facilement influencer. Et il y a un courant d'études que vous connaissez peut-être qui s'appelle la psychologie des foules, qui continue à avoir une visibilité. La psychologie des foules, c'est un certain nombre de psychologues, de sociologues, de proto-sociologues, dans les années 1890, qui nous disent finalement, à l'époque contemporaine, les masses, les foules, en fait, elles ont des caractéristiques particulières. C'est-à-dire qu'elles sont sensibles aux discours qui touchent leurs émotions. Elles sont grégaires, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à penser comme un seul individu. Elles sont versatiles, c'est-à-dire, à un moment, il y a une analogie, les foules, c'est comme les femmes, elles varient beaucoup, etc., etc. C'est les stéréotypes qui sont mobilisés dans cette psychologie des foules. Et vous pouvez trouver, je pense encore, si vous allez chez Gibert, c'est encore édité, le livre de Gustave Le Bon, 1895, La psychologie des foules, qui décrit ça. C'est une forme de ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une inquiétude parmi les élites. Et chez Gustave Le Bon, c'est le mouvement socialiste qui lui fait peur. C'est vraiment le sentiment qu'effectivement, le contrôle de la société risque d'échapper à ceux qui ont mission de la gouverner. Et puis, il y a un deuxième moment, mais vraiment très important, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que les appareils de propagande, allemands, américains, français, ont réussi à vraiment entraîner l'opinion, c'est-à-dire à amener les gens à haïr l'ennemi, à croire des choses qui paraissent complètement irréalistes, que les Boches, par exemple, les ennemis, sont des monstres barbares, etc. Et en fait, il y a toute une réflexion qui s'amorce sur la propagande dans les années 20, et qui est alimentée aussi par le poids de médias nouveaux comme la radio. C'est plus seulement la presse, mais la radio commence à avoir un impact, alors qui n'est pas encore complètement significatif, mais on commence à s'inquiéter. Et dans les sciences sociales, ce moment-là de l'entre-deux-guerres, où on a vraiment peur de ce que les médias font à l'opinion, on appelle ça le modèle de la seringue hypodermique. C'est-à-dire, c'est une image qui consiste à dire les contenus médiatiques sont comme le contenu d'une seringue qu'on injecte et les gens, finalement, réagissent immédiatement à ces contenus et sont influencés très fortement, sont manipulés, cette notion de manipulation qui, dans le langage courant, désigne ça. Ça, c'est le deuxième moment important dans l'histoire de la réflexion sur l'influence des médias, et c'est vraiment les travaux sur la propagande. Par exemple, il y a un livre en 1940 qui s'appelle « Le viol des foules par la propagande » d'un certain Tchakotin, et là encore, vous pouvez encore trouver. C'est un gars qui a observé ce qui s'est passé en Allemagne, c'est un Russe, qui était présent à la naissance du nazisme en Allemagne, et qui a montré qu'effectivement, il y avait une forme d'emprise de la propagande, l'emprise des mots, l'emprise des symboles, l'emprise des discours sur le peuple allemand, qui a abouti au résultat que l'on sait. Et puis, dans la recherche, et moi je suis chercheur, donc je me situe par rapport à cette histoire, dans la recherche, les années 50 vont être un moment de rupture, avec cette vision d'un effet massif des médias sur les citoyens. Et il y a un homme qui s'appelle Lazarsfeld, Paul Lazarsfeld, qui va être, c'est un émigré allemand aux États-Unis, qui fuit le nazisme. Et Paul Lazarsfeld, il va être décisif. En 1940, il va étudier la campagne présidentielle américaine. Et il va l'étudier de très près.
Il va interroger des citoyens avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Et il va essayer d'observer l'effet des contenus médiatiques sur l'opinion des gens. Et puis il va découvrir quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'en fait, il y a très peu d'effets de la campagne électorale. Les gens bougent très peu au cours de la campagne. Ça vient complètement invalider finalement les anticipations qu'on pouvait avoir sur ces effets massifs. Il dit pourquoi ? Il dit pour plusieurs raisons. Il a plusieurs explications qui sont importantes pour nous encore aujourd'hui. Un, parce que les gens qui s'exposent le plus aux médias sont aussi les gens les plus politisés. Donc ils ont déjà des opinions qui sont assez structurées. Donc en fait, c'est pas sur les gens par définition les moins politisés, les moins informés que les médias jouent. Il y a deux processus qui opèrent, qui sont vraiment importants. Il y a un processus, et je pense que c'est toujours valide pour aujourd'hui, il y a un processus d'exposition sélective. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une opinion au préalable, des opinions, des croyances, on va aller s'exposer aux médias qui vous diront ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'en fait, cette exposition sélective, elle rend très compliquée la preuve de l'influence des médias. Parce que si on assiste à une corrélation, c'est-à-dire à un lien entre le suivi de tel média et telle opinion, on ne peut pas savoir si c'est le choix du média qui est influencé par l'opinion ou l'opinion qui est influencée par le média. Vous comprenez ? Sur CNews aujourd'hui, les gens qui vont sur CNews, c'est en général pas des gens qui sont comme ça, c'est déjà pas les gens de gauche, parce qu'ils sont pas masos. Deux, c'est pas des gens qui vont chercher une opinion, c'est des gens qui sont déjà d'accord avec ce qu'ils vont entendre. Parce que les gens refusent la dissonance cognitive. C'est très embêtant de devoir gérer simultanément des positions différentes dans son esprit. C'est-à-dire de s'exposer au risque de la contradiction individuelle. Et donc, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, le deuxième concept que va forger Lazarsfeld, il va en forger trois qui sont très importants. C'est le concept de perception sélective. C'est-à-dire que quand on expose, par exemple, on écoute un débat contradictoire, ça peut arriver, c'était censé être la norme dans nos campagnes électorales, qu'à certains moments, il y a un débat entre les candidats, et bien en fait, on ne retient que le discours de celui avec lequel on est déjà d'accord. Et on est dans un monde à l'époque qui est un peu différent du nôtre, un monde où les opinions sont quand même beaucoup plus structurées socialement. Ce que observe Lazarsfeld, c'est que la classe ouvrière a plutôt tendance à voter démocrate, les catégories supérieures, les cols blancs votent plutôt largement républicains, les catholiques démocrates, les protestants républicains, et c'est l'effet des positions sociales est quand même beaucoup plus fort. Et puis il y a un troisième concept, et là j'embarque votre question, c'est le concept de leader d'opinion. Dans les années 50, Lazarsfeld et son équipe nous disent, après pas mal d'enquêtes, et avec des résultats assez robustes du point de vue scientifique, ils nous disent en fait, les citoyens, quand ils s'exposent aux médias, ils ne sont pas seuls. En fait, ils le font dans un contexte et au sein d'un groupe social donné. Et ce qui montre, c'est que l'effet du média, il n'est pas direct, il est médiatisé dans les populations qu'il observe par des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des leaders d'opinion qui filtrent le contenu des médias, qui en donnent l'interprétation. Et ils réévaluent l'effet des réseaux sociaux, l'effet des groupes sociaux sur les citoyens. Il y a en fait une forme d'influence horizontale, plus qu'une influence verticale. Il y a à l'époque, aux États-Unis, mais plus largement, il a fait des enquêtes un peu partout, il y a des gens qui, dans des communautés, ont plus d'influence que d'autres pour répercuter telle ou telle opinion, etc., etc. On n'est jamais seul face aux médias. On reçoit les médias en groupe.
Et à partir de là, et c'est là où finalement cette littérature demande à être peut-être aujourd'hui, on va en reparler, réactualisée, on va relativiser beaucoup l'influence des médias. On va considérer que finalement les publics sont beaucoup plus actifs. Par exemple, on va dire qu'un public est capable, que les citoyens sont capables de décoder l'information et que le message qui est produit intentionnellement dans un média peut être interprété différemment par différents citoyens. Il y a une certaine activité, un certain travail du public. Ils ne sont pas passifs. C'est pas une éponge, hein, le citoyen. C'est un citoyen qui est capable... Bon, ça c'est le premier élément. On a un autre courant qui va nous dire, je fais un petit peu la généalogie de cette question, un autre courant qui va nous dire, les médias ne nous servent pas, ne nous disent pas quoi penser, ils nous disent à quoi il faut penser. Ce sont les théories de l'agenda. En fait, les médias, finalement, et c'est ça leur rôle principal, c'est de définir les sujets sur lesquels les citoyens fonderont leur jugement. En fait, les théories de l'agenda invoquent une forme d'effet indirect. D'un certain point de vue, aujourd'hui, on le voit, sur l'agenda médiatique, les questions de sécurité, les questions d'immigration sont des questions dont l'importance apparaît disproportionnée par rapport... Alors, pas depuis récemment, puisque la question des inégalités sociales, de manière assez miraculeuse, hein, pour un observateur des médias, viendrait apparaître avec la taxe Zuckman, en obligeant les acteurs à prendre position. Mais ce contrôle de l'agenda par les médias, finalement, c'est leur pouvoir principal. S'il y a un pouvoir des médias, c'est d'amorcer la réflexion. On appelle ça les théories de l'amorçage. Et ça, on l'a vérifié dans les années 80, à la fin du XXe siècle. On a vérifié qu'en fait, pour produire un jugement, les gens mobilisaient leur mémoire courte, pas leur mémoire longue. Ils ne font pas un long travail d'analyse des informations, des arguments. Par exemple, le moment, je ne sais pas, certains d'entre vous sont peut-être, se souviendront peut-être de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, de l'affaire Papivoise. Vous vous souvenez, la veille du premier tour des élections législatives, de l'élection présidentielle de 2002, présidentielle bien sûr, on a médiatisé, martelé sur les principaux journaux d'information un fait divers complètement anodin. Alors pas anodin pour la personne qui l'a subi, bien évidemment, mais ça ne méritait absolument pas cette visibilité médiatique d'une personne âgée qui avait été agressée, très vraisemblablement par des jeunes, etc., à un moment où étaient en débat dans la campagne les politiques de sécurité de Lionel Jospin. Et effectivement, sans qu'on puisse le prouver scientifiquement, parce que c'est difficilement prouvable. Toute cette question de l'influence des médias est très difficile à prouver. Demandez aux gens s'ils sont influencés par les médias. Ils vous diront non. Ils vous diront mais tout le monde autour de moi est influencé, mais moi non. C'est très compliqué de vérifier ça. C'est très très compliqué. Et les médias sont un élément dans ce mécanisme complexe qu'est la construction d'une opinion et d'un jugement politique. Et certains, mais sans pouvoir le prouver, ont pu dire que ce matraquage sur ce petit vieux dont on voyait le visage ensanglanté sur le journal de 20h de TF1, sur celui de France 2, n'a pas pu ne pas avoir d'incidence, mais on est dans l'ordre de la spéculation, de l'hypothèse sur le vote, le fameux vote du 21 avril 2002, sur lequel Jospin a été éliminé du premier tour. Donc voilà un petit peu pour l'héritage que nous avons. Aujourd'hui, il faut penser plein de choses nouvelles. Et c'est à ça que je voulais vous... Et plusieurs ont été mentionnés dans vos questions et dans vos discussions. Il y a plein de choses nouvelles. Il y a d'abord une fragmentation du paysage médiatique qui est absolument évidente. Aujourd'hui, ce qu'on appelait la communion du 20h, le journal de 20h, continue à avoir
les médias mainstream, hein, c'est ce que vous avez dit. Les médias mainstream, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois la presse traditionnelle, hein, les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux, et les chaînes d'information, les chaînes classiques, hein, les 6 chaînes classiques, plus les grandes radios. Pour moi, c'est ça les médias mainstream. Ce qui s'est joué depuis quelques années, c'est l'émergence de plusieurs autres sources majeures d'information. Les chaînes d'information continue sont une nouveauté dans notre paysage. France Info existe depuis plusieurs décennies, mais les chaînes d'information continue, avec leur tempo particulier, avec leur agenda particulier, avec un public qui, quantitativement, est relativement faible. Si vous regardez les gens qui suivent CNews, LCI, BFM et France Info, c'est assez faible. C'est quelques millions de personnes. Ça n'a rien à voir avec le journal de TF1 ou le journal de France 2. C'est beaucoup moins. Mais dans la chaîne de l'information, cette fameuse chaîne de l'information, ces chaînes d'information continue ont dicté leur agenda aux autres médias. C'est ça qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que, finalement, ils sont devenus... ils se sont placés au départ de la chaîne. Et avec des reprises. Avant, c'était Le Monde. On disait souvent, quand Le Monde produit une information, on sait qu'elle sera reprise, les autres vont s'appuyer. Aujourd'hui, ce sont les chaînes d'information continue qui, elles-mêmes, s'appuient sur les réseaux sociaux. Il y a une forme de vraiment, pour le coup, de transformation. Et les chaînes mainstream s'alignent. Il y a une affaire, pour moi, qui me semble extrêmement symptomatique et symbolique. Même chose, un fait divers. Il y a une très bonne série sur Canal+, dont j'ai oublié le nom, qui décrit ça de manière absolument admirable, de l'année dernière. La Fièvre. Je vous la conseille. C'est le plus beau cours de sociologie des médias contemporains qui puisse exister. La Fièvre, sur Canal+, qui rend compte de ce processus de transformation de la chaîne de l'information. Cette affaire, c'est l'affaire Crépol. Vous vous souvenez, Crépol, un bal, près de Romans-sur-Isère. Et au départ, c'est rien. Un bal, un mort. Je vous concède, il y a quand même un mort. Mais est-ce que ce mort doit faire la une dans un bal ? Les plus âgés d'entre vous qui ont habité en zone rurale, il y en a peut-être, comme moi. Moi, j'ai des souvenirs de bagarres. Alors, j'ai pas vu des morts, hein, évidemment, dans les bals, mais ça ne justifie pas que le monde en parle et en discute pendant des... Cette affaire, elle a été épinglée par l'extrême droite, qui a vu, en fait... vous vous souvenez de cette histoire ou pas, où j'en parle ? Vous vous souvenez ? Moi, elle m'a complètement éclairé sur ce qui se joue aujourd'hui. Un groupe d'extrême droite fait remonter l'information sur le fait qu'en fait, c'est une bande de jeunes d'origine étrangère, venus de Romans, qui sont venus attaquer des locaux, c'est-à-dire des ruraux blancs locaux, et ça a fini en bagarre. Et par un coup de couteau. Ils sont revenus un coup de couteau. Et ils ont donné une signification politique. Ils sont venus rendre signifiant politiquement, donc de la guerre des jeunes immigrés contre la population blanche. Ils sont venus coder politiquement cette affaire. Alors même que, en fait, si on se penche sur les faits, c'est pas du tout clair. C'est vraiment pas du tout clair. Celui qui a porté le coup de couteau, je sais plus, aurait dit sale blanc ou un truc comme ça, je sais plus. Et ça a pris une bulle médiatique. Cet événement-là a été repris, pris au sérieux, obligeant finalement les journaux qui, au départ, ne s'y seraient pas intéressés à se positionner, qui me paraît très révélatrice de ce qui se joue aujourd'hui. Les chaînes d'information continue jouent un rôle maintenant très important, avec les réseaux sociaux, qui jouent un rôle très important. Et on en vient là à cette question de qu'est-ce que c'est que l'opinion ? Eh bien, pour une partie des journalistes, de mon point de vue, les réseaux sociaux sont devenus le lieu où on est censé observer l'opinion. Et on supplantait les sondages dans ce rôle d'indicateur de l'opinion.
très vraisemblablement à tort, un réseau comme X, alors que je ne fréquente plus, parce que je l'ai quitté avec beaucoup d'autres il y a quelque temps, continue de jouer le rôle de baromètre de l'opinion, puisque tous les journalistes politiques y sont, tous les acteurs politiques y sont, continuent à s'y exprimer tout en sachant d'où viennent les algorithmes et à quoi ils servent. Et là, il y a quelque chose de puissant qui explique finalement le dérèglement de notre système médiatique. Il n'est plus structuré, il n'est plus régulé par des acteurs classiques. Et on voit très bien comment l'extrême droite, aujourd'hui, a décidé de faire la peau aux médias, à ce qui reste des médias traditionnels, aux États-Unis, en poursuivant par exemple le New York Times ou le Washington, pas le Washington Post, mais je ne sais plus quel autre, à qui Trump a demandé des milliards et le journal a préféré se coucher. Et même chose avec NBC aujourd'hui, vous avez vu l'affaire Kimmel, etc. Bon. Tous les grands médias qui par ailleurs sont malades. L'autre évolution majeure, c'est que le modèle économique de l'information politique aujourd'hui est complètement épuisé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne gagne pas d'argent en produisant de l'information de manière classique avec des journalistes qui font des enquêtes. Ça coûte cher, ça ne rapporte plus rien. Les réseaux sociaux, d'un certain point de vue, fournissent une information gratuite qui, pour une partie très importante de la population, se suffit. Et donc, prendre un abonnement coûteux. Alors, il y a des modèles, par exemple, The Guardian ou le New York Times, ont réussi. En France, on a Mediapart. On réussit à trouver un modèle économique avec de l'information payante qui coûte cher. L'information de qualité coûte cher. Qu'est-ce qu'une information démocratique ? C'est au moins une information de qualité, c'est-à-dire une information qui repose sur de l'enquête, qui repose sur des faits. En fait, la mauvaise information a chassé la bonne assez largement. L'information moins coûteuse. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias étaient déjà assez concentrés, c'est-à-dire assez dépendants d'un financement en provenance des détenteurs du capital, puisqu'on est dans un schéma comme ça. Ils le sont devenus complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est cette fameuse statistique qui circule, mais qui est complètement vraie, 90% des médias d'information générale en France sont possédés par 10 milliardaires. Et ça ne fait que s'amplifier par 10 milliardaires, qui ont les moyens, à l'image de Bolloré, de financer à perte de l'information. C'est-à-dire que, en fait, il y a comme ça la valeur politique symbolique du fait de diriger un organe de presse leur paraît justifier qu'ils perdent de l'argent. Même chose pour les réseaux sociaux. Avec X, Musk a dépensé des sommes absolument faramineuses, donc il est sûr de ne pas pouvoir récupérer. Mais il a les moyens de le faire, et son projet idéologique fait que ça lui paraît en valoir la peine. Donc ce phénomène de concentration des médias, c'est complètement... Et les médias indépendants se sont raréfiés. En France, combien sont-ils ? Même un média comme Le Monde, un média comme Libé, etc., appartient à des capitalistes, finalement, qui peuvent les laisser tomber quand ils le veulent. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que dans la presse, en ce moment, il y a un cas, Le Parisien. Le Parisien a très longtemps été un journal de référence. Il faisait partie des journaux dont les autres journalistes lisaient, parce que Le Parisien était un bon journal. Il a fini entre les mains de Bernard Arnault, et Bernard Arnault se demande en ce moment s'il ne va pas le vendre à Bolloré, parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Alors, quand on sait évidemment ce qu'est le projet idéologique de Bolloré, c'est un problème, c'est un problème majeur, surtout quand cette concentration des médias, cette intégration verticale des médias, quand un capitaliste comme Bolloré possède Europe 1, le JDD, peut-être bientôt Le Parisien, CNews, etc., là, le levier dont il dispose pour, s'il le souhaite, et ça c'est l'autre nouveauté de la période, c'est qu'il y a des capitalistes qui ont décidé de faire jouer un rôle effectif aux médias qu'ils possèdent, ce qui n'était pas tout à fait le cas autrefois. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire, cette emprise du pouvoir de la finance sur l'information? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, très vraisemblablement, les contenus de ces médias possédés par des milliardaires ont peu de chances de diffuser une information qui remettra complètement en cause, alors qui mettra en cause directement ses propriétaires, ça c'est la moindre des choses, hein, il est peu probable, mais remettre en cause le système économique dans lesquels ces milliardaires fondent leur position. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner, par exemple, si l'information économique aujourd'hui, dans un pays comme la France, l'information économique qui s'adresse au plus grand nombre, les éditorialistes économiques des grandes chaînes de télé, l'éditorialiste économique de France Inter, etc., et donne une vision de l'économie qui fait du libéralisme, de la politique de l'offre, la norme, et qui considère que toute remise en cause de ces logiques relève de l'idéologie. Bernard Arnault, Gabriel Zucman, il faut être d'extrême gauche pour imaginer qu'on puisse taxer les 1800 personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros en France. Donc on est dans une sorte de contexte informationnel qui est fortement, comment peut-on dire, qui est fortement légitimiste au regard du système économique tel qu'il est, et où les visions alternatives de l'économie, comme les visions alternatives de la politique, le journalisme politique c'est la même chose. Je ne suis pas sûr que les éditorialistes politiques aient très bien compris, ni vraiment beaucoup apprécié, un mouvement comme les Gilets jaunes, qui venait bousculer un système dont ils sont un des rouages, objectivement. Et donc cette emprise de la sphère économique, mais aussi de la sphère politique, sur l'information, produit une information dont on peut se demander si elle est vraiment de caractère démocratique. Mais le paradoxe, et là on en arrive aux questions de fake news, c'est qu'elle reste néanmoins d'une qualité peut-être supérieure à celle qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, trouve trouve des espaces, mais aussi est accéléré par la logique des algorithmes. Autre nouveauté dans la période, les réseaux sociaux. Alors il y a différents types de réseaux sociaux, et ça c'est la question des jeunes. Aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux que fréquentent les catégories les plus âgées de la population ne sont pas les mêmes que ceux que fréquentent les jeunes. Vous savez très bien, TikTok, Instagram, puis il y en a sûrement d'autres que moi je ne connais pas, versus Facebook, X, etc. C'est pas la même chose. Simplement, dans les deux cas, c'est un certain type de message, de contenu politique qui est comment vous dire? Je suis fatigué, je sors d'un cours de 3 heures de première année là, à Paris 1, donc le monsieur s'épuise, la machine s'épuise, la machine intellectuelle, qui circule le plus parce qu'elle, vous le savez très bien, je dis des choses d'évidence, mais on est dans un cours comme ça où on est obligé de rappeler des évidences. Les algorithmes de ces réseaux sociaux qui sont soit... Mais on n'en sait rien en même temps, parce qu'il est très compliqué de décortiquer un algorithme. C'est même impossible, on ne sait pas comment ça se passe. On voit les effets, mais on ne voit pas quels ont été les choix de départ. C'est aussi un des drames de ces plateformes numériques, c'est qu'il y a une opacité totale sur la mécanique. Pourquoi tel poste est mis en avant et tel poste n'est pas mis en avant quand il ne s'agit pas de payer. C'est parce que ce poste-là a des chances d'être repris. Il a des chances d'activer ceux qui le reçoivent, de produire des réactions, des likes. C'est ça la logique des algorithmes. Et c'est ça qui leur permet de faire de l'argent. Et en fait, là on le sait. Alors j'ai plus les chiffres, mais qu'une information fausse, transgressive,
qui vient remettre en cause des vérités établies, ou qui repose sur un contenu extrêmement négatif, de colère, d'indignation, circule beaucoup plus vite qu'un contenu plus modéré, qu'un contenu qui vient essayer finalement de cerner une forme de vérité. Et ça, c'est la logique commerciale et vraisemblablement pour X, idéologique des algorithmes, et pour TikTok aussi, d'un certain point de vue. Autre élément du paysage, autre acteur nouveau dans le paysage, évidemment les pays étrangers, Russie, Chine avec TikTok, la Russie avec ses usines à trolls, qui fabriquent des contenus négatifs, soit pour disqualifier tel ou tel acteur, vous savez en Afrique, la France, qui effectivement a fait l'objet d'un bashing sur les réseaux sociaux qui a été alimenté par la Russie, soit pour, mais on le sait maintenant, c'est absolument clair, dans cette guerre de l'information, ce que recherche la Russie, c'est à créer du conflit, à polariser l'opinion, quel qu'il soit. On l'a vu quand on a pris la main dans le sac des Bulgares ou des Moldaves qui dessinaient des étoiles juives, etc. Vous savez, ça c'est la manipulation un peu physique, mais sur les réseaux sociaux, l'idée c'est de démontrer que la démocratie c'est le chaos. Et qu'en fait, les opinions sont complètement polarisées pour faire valoir, à contrario, la stabilité du régime russe. On est dans une guerre de l'information qui est une guerre symbolique, médiatique, contre la démocratie. Et on va voir, dans les élections prochaines, on a vu en Roumanie un candidat qui, en quelques semaines, totalement inconnu, porté par un financement et des campagnes sur les réseaux sociaux russes, émerger comme ça, en quelques semaines et gagner. En tout cas, je ne sais plus s'il a gagné ou s'il a été qualifié pour le second tour, mais il était complètement inconnu en quelques semaines, avec une sorte d'opération grandeur nature, d'intoxication, d'enfumage médiatique. Ça pose la question des jeunes. Vous avez identifié cette question. Alors, méfions-nous du discours que nous, adultes, éduqués, tenons sur les jeunes. Bon. En fait, on sait ce que peuvent être les votes des jeunes, on sait ce que peuvent être leur consommation de médias. On ne sait pas toujours faire un lien clair entre les deux. Mais on sait par exemple qu'un candidat comme Javier Milei, en Argentine, vous savez, le fou furieux avec sa tronçonneuse, qui aujourd'hui est rattrapé par Trump, qui va le sauver, en le couvrant de dollars. Javier Milei, finalement, a fait des scores très importants dans l'électorat jeune en Argentine. Et que c'est très vraisemblablement lié à un certain type de contenu, des contenus qui, sur TikTok notamment, mettent en scène le personnage, ont mis en scène le personnage. Et je crois quand même qu'il faut prendre en compte cette évolution qui fait que le type de contenu politique que l'on peut avoir dans les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux-là en particulier, TikTok, Instagram, que sais-je encore, sont des contenus politiques qui insistent sur la personnalisation des candidats politiques et qui opèrent une simplification, une stylisation du discours politique. Jordan Bardella qui mange des bonbons et qui devient une star dans une partie de la jeunesse, il est difficile de ne pas y voir une certaine influence de ce type de médias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jordan Bardella, alors je ne dis pas que ça va se traduire en vote forcément de la part des jeunes, mais ça fait partie désormais du paysage. Simplification du contenu médiatique et puis polarisation. On a cru à un moment que les réseaux sociaux... Alors j'anticipe sur... En fait, on va annuler la séance de la fois prochaine. On va la faire maintenant, non? Thierry, tu ne serais pas content?
Non. Mais en fait, on a cru à un moment avec les réseaux sociaux qu'enfin l'information deviendrait démocratique. L'espace public deviendrait démocratique. Il y aurait des débats, il y aurait des échanges, il y aurait une confrontation d'arguments, et puis surtout, n'importe qui pourrait y participer. C'était ça la révolution, c'était ça la promesse. C'est qu'effectivement, n'importe qui, quel que soit son statut, son niveau d'éducation, alors on a commencé très vite à s'apercevoir qu'il y avait des barrières quand même, liées au niveau d'éducation, mais pouvait se servir de cet instrument fabuleux de délibération politique, d'échange politique. Et bien, rien de tout ça ne s'est produit, vous le savez. En fait, les réseaux sociaux, l'espace public numérique, sont beaucoup plus segmentés, polarisés. Allez voir, effectivement, les rares échanges. Moi, de temps en temps, quand je fais une intervention dans la presse, je vais regarder les commentaires. Bon, ils s'échangent des noms d'oiseaux quand ils s'échangent quelque chose. Des noms d'oiseaux entre les trucs. Ils ne s'échangent pas des arguments. Il n'y a pas vraiment de délibération sur Internet. En fait, on débat avec celui dont on est proche, et sinon on le ghost. Moi, ce que je fais, quand sur mon mur, un type dit quelque chose qui ne me plaît pas, je m'en débarrasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la logique. Je ne suis pas un bon démocrate. Je ne supporte pas, évidemment, la contradiction. On est dans un monde de polarisation affective. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à supporter une opinion qui n'est pas la sienne, et on commence même à ne plus supporter la personne qui ne partage pas son opinion. Ça s'appelle la polarisation affective. Aux États-Unis, ça a atteint des niveaux absolument incroyables. Incroyable. Par exemple, quand on demande aux gens, accepteriez-vous que votre fille ou votre fils, quand on est républicain, épouse un démocrate et réciproquement, il y a quelques années, c'est un item qu'on utilise, il y a quelques années, bon, c'était assez majoritairement oui. Le fait qu'il n'ait pas la même opinion n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est à 80% non. On est dans des chiffres, des phénomènes de répulsion qui sont très très fortes. On est dans un monde, on en avait parlé au moment de la séance sur le débat, où l'autre n'est pas un adversaire, c'est un ennemi, avec un discours de très grande brutalité. Et donc du coup, la caisse de résonance que sont les espaces numériques, vous savez que vous supportez beaucoup moins la contradiction écrite par mail, par exemple. Il faut être extrêmement prudent quand vous écrivez quelque chose par mail, parce que ça peut prendre des proportions monstrueuses. Et le fait que vous ne soyez pas en face-à-face, pour moi, ça, c'est vraiment une nouveauté majeure. Quand on est en face-à-face, on ne va jamais trop loin. Il y a une sorte de rétention des affects. Parce que l'autre, il y a son visage, il vous parle, il est là, vous ne pouvez pas complètement l'assassiner symboliquement, c'est très violent. Vous pouvez peut-être le revoir, ce type. Moi, je passe ma vie à accompagner, à observer des débats dans des conventions citoyennes. Il y en a beaucoup qui se font, pas seulement au niveau national, mais dans des espaces. Les gens se parlent encore, se respectent encore, s'écoutent encore quand ils sont en face à face. Même si ça devient de plus en plus difficile. C'est ça qui est vraiment la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne jouent plus le jeu de la discussion collective, du fait de ce phénomène de polarisation affective. Et donc, ça provoque, chez les gens comme moi, une très grande inquiétude, et presque un début de panique morale sur la possibilité de continuer à croire dans les mécanismes de participation citoyenne. Parce que si les gens ne se supportent plus, s'il y a des gens qui veulent absolument plus jouer le jeu, écouter les autres, pour qui seul compte la victoire de sa position, c'est problématique. Donc on a parlé de l'âge. On a parlé de qu'est-ce qu'une information démocratique. Alors une information démocratique, pour moi, c'est celle qui permet aux citoyens de se construire un jugement éclairé. Pour moi, c'est un critère fort de l'idéal démocratique, permettre aux citoyens de se repérer dans l'offre politique, c'est un minimum, et de se construire un jugement qui est fondé sur des éléments contradictoires, ce qui est de moins en moins le cas. En fait, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des espaces de discussion qui soient réellement contradictoires, qui ne soient pas des formes
catch, voilà. Vous avez quelques émissions encore, vraisemblablement une émission que je ne regarde jamais parce que je me couche très tôt, qui est l'émission C'est ce soir, par exemple. Vous avez des gens qui se parlent. Je ne sais pas, vous avez déjà regardé ça ? Pour moi, ça, c'est de l'information démocratique. Vous avez des gens qui savent de quoi ils parlent, ce qui est de moins en moins le cas sur les autres, hein, parce que, en fait, avec ces chaînes d'information continues, avec l'idée que on pouvait produire des heures d'antennes, de programmes à moindre coût, parce que ces gens-là, ils ne sont pas payés. Hein, les éditorialistes que vous voyez comme ça, pour la plupart, ils ne sont pas payés. Ils viennent là gratuitement pour se faire connaître, quand ils sont avocats, consultants, ils ne sont pas payés, ça ne coûte rien. Alors que des journalistes, les envoyer sur le terrain, ça coûte cher. Hein, et donc, du coup, c'est un modèle économique qui s'encastre dans un projet politique, dans certains cas. Et donc, pour moi, l'information démocratique, ça pourrait être C'est ce soir, par exemple, où il y a une vraie ouverture, où il y a du temps, où les journalistes n'interrompent pas. Il y a la question des journalistes. Alors évidemment, le procès des journalistes, il est fait partout, tout le temps, par tout le monde. C'est la profession, vous savez, la plus méprisée et la plus détestée. Hein. Je crois même que c'est en dessous des hommes politiques. Hein. Ouais, ça vous donne une idée, hein, quand même. Les journalistes, c'est vraiment... C'est vrai, hein, dans les baromètres de confiance dans les médias, les journalistes sont tout en bas. Alors, il faudrait expliquer pourquoi. Je pense que il y avait cette idée de surdose d'informations, cette idée d'infobésité, et c'est une idée que je crois à la fois juste et peut-être un peu trop simple. C'est-à-dire que oui, on est tous surinformés quelque part. On a de l'information, on a des notifications. Hein, un conseil, si vous voulez garder la tête froide, refusez la moindre notification. La moindre notification, même quand elle vient du monde. Parce qu'elle crée des réflexes, une forme de stress qui est quand même très très fort. Hein. Plus de notifications. On a quelque part, mais c'est pas vrai de tout le monde. Il y a évidemment des gens. L'information va à l'information. La diversification, l'augmentation des sources d'information, elle a rendu de plus en plus informés ceux qui l'étaient déjà. Et puis, il y a quand même plein de gens qui restent à côté. Il ne faut pas oublier ça, quand même, hein, qui ne saisissent de la vie politique que des fragments. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas une compétence politique. Ils savent se repérer, à minima. Mais quand même, elle ne touche pas tout le monde, cette surinformation. Hein, soyons clairs. Et c'est vraiment une question d'éducation. Le rapport à l'information, comme le rapport à la politique, est déterminé largement par le niveau d'éducation. Hein, on est dans une démocratie, on l'avait évoqué, qui est une démocratie de diplômés. Les diplômés, ils s'en sortent plutôt bien hein, dans ce monde-là. Voilà, ils sont assez à l'aise. Les non-diplômés ont le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui leur échappent et ils ont surtout le sentiment d'être méprisés. Donc méprisés par les acteurs politiques, méprisés par les journalistes. Et les journalistes font partie de ce monde politique qui apparaît tellement distant, tellement indifférent, tellement méprisant à l'égard de ceux qui ne sont rien, comme dirait notre président Macron, que ces gens-là finissent par les mettre dans le même sac. Hein, les journalistes sont mis dans le même sac. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une petite partie qui va chercher ces informations ailleurs et qui tombe pour plein de raisons différentes. Alors, c'est vraiment un phénomène dans le complotisme, c'est-à-dire dans un monde parallèle. Hein, qui est un monde où on vous dit que, comme aux États-Unis, les dirigeants du Parti démocrate piègent des enfants pour commettre des actes pédophiles dans une pizzeria. Bon, y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui ont des bonnes raisons de croire. Vous savez que c'est une sorte de rumeur, ou en tout cas de fausse news, à laquelle il y a pas mal d'Américains du courant MAGA qui croient. Qu'il y a effectivement un réseau pédophile dans une pizzeria de Washington qui est fréquentée par les dirigeants du Parti démocrate. Alors là, il y a des gens qui... Et je pense que ces gens-là, essayer de les ramener dans un système d'information plus
plus ancré dans les faits, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous avez essayé de discuter avec... vous y mettez beaucoup de temps et vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. Il y a quelque chose... Alors, ça, je vais être très franc avec vous. Ce sont des phénomènes que moi, je ne comprends pas très bien, à vrai dire. Alors, moi, j'ai tendance à dire que quelquefois, les complotistes ont de bonnes raisons de croire au complot. C'est-à-dire qu'ils se fondent sur des éléments de réalité qui sont justes et simplement ils en font une forme ils radicalisent finalement ce type d'information. Donc les complotistes peuvent avoir de bonnes raisons. Mais c'est quelque chose qui est lié, évidemment, vous le savez, à la perte de confiance dans les médias mainstream qui sont perçus comme... par exemple, une information comme celle que je vous ai donnée tout à l'heure. 90% des médias d'information générale sont possédés par 10 milliardaires. C'est une information qui est partagée aujourd'hui par pas mal de monde et qui les incite quand même à se méfier des médias. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une guerre contre l'information comme il y a une guerre contre la vérité, objectivement, aujourd'hui, d'une partie du monde politique et qui est très fortement influencé par ce qui se joue aux États-Unis. C'est-à-dire que, voilà, il y a une forme de gain politique à massacrer la réalité quand ça ne vous arrange pas, à massacrer la vérité quand ça ne vous arrange pas. Et donc, du coup, ce sont des coups politiques aujourd'hui qui peuvent être joués. C'est-à-dire, je nie l'évidence. Je dis le contraire de ce qu'est la réalité. Quand vous êtes fort, c'est le cas de Trump, vous pouvez dire n'importe quoi. Vous ne serez pas contredit, ou si on vous contredit, ça ne changera rien, ou quasiment. Donc du coup, il y a une sorte d'ouverture là, absolument incroyable pour les discours qui se fondent sur des contre-vérités, mais qui sont sans conséquences réelles pour la personne qui le dit. Et ça, c'est le problème majeur de nos démocraties. Ça, c'est un point. Puis il y a une guerre contre la presse. La manière dont Trump s'y prend, c'est quelque chose pour mettre la presse à sa botte. Vous avez vu qu'il invite des influenceurs à la Maison-Blanche dans ses conférences de presse, c'est-à-dire des gens qui lui demandent s'il a changé de coiffeur ou qui lui disent que... Vous voyez ce que je veux dire ? La presse traditionnelle est liquidée. Pourquoi il se gênerait ? Puisqu'il est puissant, il peut le faire. Ça n'a pas de conséquences, vraiment. Et il viendra peut-être un jour où ici, en France, en politique, la question de la vérité, c'est une question qui est problématique. Mais où en France, on pourra facilement s'affranchir des faits. C'est-à-dire de la base factuelle de la vérité. Je crains malheureusement que ce moment arrive assez vite, où on peut dire... Non, vous ne le sentez pas ? Vous avez l'impression, moi je reste optimiste sur ce point, mais... Ah ouais, bon. Ah oui, mais alors ça c'est la raison d'État. Alors voilà, la raison d'État, ça remonte au XVIe siècle. Alors sur les affaires un petit peu délicates, l'État a toutes les raisons de ne rien dire ou de dire le contraire. Non, mais je pense dans le ça, c'est sûr. Ouais. On est d'accord. Je suis sûr. Alors, on n'a pas fait cette enquête en France, je crois, mais on l'a fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de dire quel est le pourcentage de population immigrée ou de migrants. Et il y a une sorte de doublement, de triplement, de quadruplement, parce que effectivement, le débat médiatique incite justement à surestimer complètement ce problème. Eh ben, on a fini. Donc c'est... Ah bah ouais. Ah bah je me suis laissé aller totalement. Voilà, j'ai essayé de... on a peut-être un petit peu de temps encore, parce qu'on doit quitter à 20h30, je suis vraiment désolé alors. Non. Je me suis pas rendu compte, j'ai pas regardé. Non, c'est pas... J'ai parlé bêtement. Ça vous a intéressé quand même, vous m'avez pas interrompu, donc... peut-être que c'était... Non, vous n'avez pas l'air convaincu, vous, par exemple, monsieur.
Vous me regardez d'un air ultra dubitatif. J'ai essayé de dire le peu de choses que je pensais et que je croyais savoir. On n'a pas du tout parlé des sondages. Alors c'est un paradoxe parce que je suis spécialiste des sondages. En fait, bon voilà. Mais bon, en fait, je pense que c'est un problème qui est complètement, je dirais pas passé de mode, mais le poids des sondages aujourd'hui a considérablement diminué dans le débat, sauf en période électorale où il retrouve un rôle absolument central dans le processus de sélection des candidats. Mais dans la vie politique ordinaire, il n'a jamais eu le rôle qu'on lui a prêté, ils n'ont jamais eu le rôle qu'on leur a prêté dans l'action des politiques. En fait, ils se foutent des sondages, les politiques, quand ils prennent des décisions en général, beaucoup plus que ce qu'on croit. Mais voilà. Monsieur, alors est-ce qu'il y a encore 2-3 questions? Ouais, je ne voudrais pas vous frustrer et donner le sentiment d'une forme de fuite devant le débat. Alors, merci pour votre intervention qui contribue peut-être à nous plomber un peu plus que nous ne l'étions déjà. Mais en vous écoutant, je réfléchissais à la question de la capacité à agir, je crois, qui nous est chère à beaucoup d'entre nous. En vous écoutant, je me disais, est-ce que, voilà, à toute petite échelle individuelle, en songeant à ce que vous évoquiez sur, par exemple, les leaders d'opinion et la question de la confrontation, est-ce qu'il ne faut pas commencer par s'efforcer de parler et de trouver les lieux où on peut parler, même individuellement, sans collectivement, à des gens qui ne sont pas immédiatement nos semblables ou qui ne sont. Alors c'est pas forcément ça, mais je me dis, y compris au bistrot. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas commencer par ça? Parce qu'on est tellement le sentiment d'une chose. Y compris parce que vous évoquez la question des lieux de confrontation, de se parler en vrai. Ouais, en vrai, en face à face, c'est indispensable. C'est vraiment le cœur de la démocratie. C'est le cœur, je crois, c'est le cœur de la discussion démocratique. C'est effectivement ce dialogue. Alors l'anonymat, évidemment, permet les pires des comportements. C'est pour ça que moi, je crois encore aux structures de débat. Je crois encore qu'il est important de faire des conférences. Mais il est très vraisemblable qu'on pense tous la même chose ici, où on n'est pas, voilà, vous n'êtes pas ici par hasard, etc. Moi, j'essaye aussi de me mettre en jeu personnellement. C'est-à-dire que je vois à quel point moi, j'ai tendance à éviter le conflit. C'est-à-dire que n'oublions jamais en psychologie sociale cette variable qu'est l'aversion au conflit. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se désintéressent de la politique. C'est parce que le conflit est coûteux émotionnellement, il est coûteux psychologiquement, ce conflit. Il y a des gens qui l'aiment. Alors ces gens-là, ils font de la politique, il n'y a pas de problème. Ils ont le cul, il y a des gens qui cherchent. Mais la plupart des gens, c'est vraiment l'aversion au conflit, c'est un concept de psychologie sociale. Et moi, j'ai tendance à le fuir. Par exemple, il y a certains de mes contextes de vie dans lesquels je sais que la plupart des gens avec qui je fais des choses ne pensent absolument pas la même chose que moi. Je ne parle jamais de politique. Je ne parle jamais de politique, et eux non plus. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'évitement qui est un vrai problème, qui est une forme de renoncement à convaincre l'autre. On a l'impression que ce sera trop compliqué. Donc, on renonce à le convaincre. Bonsoir à tous. Je suis péruvien. Je suis ici comme touriste en France. Je suis ici depuis 10 ans. Et je demande pardon pour mon français. Vous faites du tourisme depuis 10 ans. Ça, c'est chouette. Vous avez vraiment les moyens. C'est bien. Mais j'avais étudié en Sciences Po. Mais c'est à longtemps. Maintenant, il y avait, premièrement, remerciez-vous pour M. Blondiau pour votre présentation. Et on posait la question ici sur le sondage. Et je voudrais porter ça dans mon pays. Parce que nous avons une vision que dans la France, les sondages sont bien faits. C'est très différent au Pérou. Alors, je voudrais ramener avec moi. Quelle est votre position sur le sondage dans la France? Alors, merci. On est d'accord que, merci. D'un point de vue comparatif, les sondages français sont mieux régulés et mieux fabriqués, pour reprendre le mot, que partout ailleurs. Néanmoins, que partout ailleurs, c'est-à-dire que dans pas mal d'autres pays où ils sont totalement truqués, biaisés. Aux États-Unis, par exemple, il y a très peu de sondages
qui ne soit pas fabriqué par des gens qui veulent produire un effet politique. Des sondages indépendants, il n'y en a pas tant que ça aux États-Unis. Donc il faut se méfier vraiment des sondages. En France, on a une régulation, on a une législation qui, par exemple, en période électorale, ne permet pas aux sondeurs de faire n'importe quoi. Il y a une certaine liberté dans la fabrication, dans les méthodologies d'échantillonnage, etc. Mais ils ne font pas n'importe quoi. Et puis, en France aussi, nos sondeurs, même si les choses bougent un peu, nos sondeurs travaillent pour tous les partis, pour tous les camps politiques, pour toutes les opinions. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas non plus trop charger leurs enquêtes en faveur d'un de leurs clients plutôt que les autres. Simplement, rappelons ce que sont les sondages. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de très clair, c'est que les sondages, ça a été très bien dit par vous tout à l'heure, ils sont commandés par les gens qui ont les moyens de les commander. C'est-à-dire, il faut avoir de l'argent, il faut déjà, c'est un peu la même problématique que pour les médias, il faut avoir de l'argent pour mettre à l'agenda des sondages certaines questions, c'est très important. Et deux, finalement, ils sont ultra sensibles à la formulation des questions. Donc effectivement, alors là pour le coup, là j'ai des dossiers énormes et des preuves énormes que tout le diable est dans la formulation. C'est-à-dire regardez comment on formule. Et on sait très bien comment obtenir certaines réponses de la part selon la formulation. Et qu'est-ce qui est fini? Ah bon zut. Bon, mais merci pour votre attention quand même. Merci. Alors, il y a un rendez-vous, je pense, je ne sais plus quand, le 30 octobre. J'espère que vous serez là encore. Je trouve que cette équipe fonctionne bien. Donc, le 30 octobre, si vous avez envie d'entendre parler des réseaux sociaux, mais vous serez sûrement plus savant que moi sur la question des réseaux sociaux. Autant la question des médias est une question que je maîtrise complètement, autant la question des réseaux sociaux, elle est chez moi au travail. Parce que, mais je préparerai, je vous rassure, je préparerai. Parce que de toutes les séances du cycle, c'est celle que je sens le moins. Pour tout vous dire. Voilà, venez me soutenir, venez m'apporter des éléments de connaissance et de réflexion. Voilà, merci beaucoup. Merci.